Du coup, moi, je vais vous parler un petit peu d'agent IA, de Hermes Agent. On va parler un peu d'OpenClaw, de Claude, mais surtout Hermes Agent. Cette conférence, on va plus être une discussion. Donc, vous pouvez me poser des questions à n'importe quel moment. Moi, je vais vous en poser. Donc, j'ai besoin que vous interagissiez un petit peu avec moi. Et prendre le micro. Ouais, de prendre le micro. Déjà, est-ce qu'il y en a ici qui ne connaissent pas du tout Hermes? Super. Est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout OpenClaw? Beaucoup moins, ok. Claude, tout le monde connaît Claude? Claude Code, Claude Cowork, ok. Codex, tout ça, ça va. Donc Hermes, c'est une version un peu différente d'OpenClaw. C'est des personnes différentes qui ont créé, c'est le même système. Donc c'est un super agent IA qui connaît tout de vous et qui est capable d'automatiser tout ce que vous faites. En gros, c'est ça. Est-ce que du coup, il y en a qui ont déjà testé OpenClaw? Oui. Ok. Comment ça s'est passé? Très bien, très pratique. Ok. T'as jamais eu de soucis avec OpenClaw? Un petit peu au setup au début, mais après, voilà, c'est comme quelqu'un à qui il faut tout apprendre. Donc, Ouais. une fois que tu l'as appris, après, t'es tranquille, quoi. Quelqu'un d'autre? Bah, il y a eu le problème de coût, quand même. De coût, parce qu'on ne pouvait plus passer par l'abonnement direct de... Ouais, on a eu le Claude. problème. Donc ça, que ça soit Hermes, OpenClaw ou un autre système, hein, il y a plein d'autres systèmes. Pendant un moment, en fait, pour que ces agents-là fonctionnent, on doit lui mettre un abonnement d'un LLM, d'un ChatGPT, d'un Codex. Et Anthropic, en fait, donc Claude a bloqué l'utilisation de OpenClaw, Hermes ou d'autres systèmes. Donc tout le monde a dû changer de crèmerie et partir sur généralement OpenAI. Et le modèle qui était à l'époque et avec OpenClaw, ça fonctionnait pas très bien, on a rencontré plein de soucis. Et au même moment, beaucoup de gens sont partis sur Hermes, donc qui est le même système qu'OpenClaw, le même fondement, mais un petit peu plus évolué dans le sens où c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc c'est plus simple d'utilisation et ça s'améliore beaucoup mieux qu'un OpenClaw. C'est vraiment mon expérience. Enfin, j'ai essayé, je me suis retenu longtemps d'utiliser OpenClaw parce que le truc, la grosse usine Vibe Codé qui change tout le temps sur Vector Control, c'est quelque chose qui me donnait des boutons. J'ai essayé des NanoClaw, par exemple. Ouais, okay. Souci d'installation et par contre, dès que je suis passé à Hermes, le truc qui s'installe tout seul, qui vit sa vie, enfin, il y a une différence génial, énorme. Ouais. Et le gros truc que j'ai apprécié par rapport aux API, c'est le fait qu'avec les derniers Qwen 3.6, même avec des modèles locaux, l'agent se débrouille et te fait des choses utilisables, et ça, c'était du jamais vu, quoi. Ouais. Et la grosse différence qu'on a, et la grosse question en ce moment, c'est de dire, moi j'utilise Claude Code, pourquoi je vais passer sur Hermes ou OpenClaw ou un autre système? En fait, je pars du principe que tu peux automatiser de la même façon avec Claude Code que Hermes. Il n'y a pas de souci avec ça en fait. La finalité, tu vas avoir le même point de départ, la même automatisation, la même finalité. Sauf qu'avec Claude, tu es bloqué dans Claude. Si du jour au lendemain, l'abonnement il augmente, il te restreint, ça bug, le nombre de tokens diminue, et ben en fait tu subis tout ça et tu es obligé de dire oui, je continue avec ça. Alors qu'avec Hermes, comme c'est complètement indépendant du LLM, tu peux changer de LLM quand tu veux. Tu peux passer sur OpenAI, tu peux faire du local, tu peux prendre tout ce que tu veux en fait et ça va fonctionner. Donc il y a certains LLM qui donnent l'accord, comme OpenAI, il n'y a aucun problème avec ça. Anthropic, ça ne marche pas. L'abonnement Gemini, il donne accès qu'à certains modèles, mais il y a plein de nouveaux abonnements qui arrivent avec des modèles locaux et ça fonctionne super bien. Est-ce que tout le monde a bien la différence entre un chatbot IA et un agent IA? Un chat IA type ChatGPT ou Claude, on lui pose une question, il va faire des tâches, il peut avoir des outils et il va nous répondre. Ça s'arrête là. Un agent IA, on peut lui poser une question, mais il peut le faire en automatique. Il va avoir tout un contexte, il va avoir tout un rôle, il va avoir des outils et il va donner le livrable ou faire l'action qu'on lui a demandé. Avec un report derrière ou pas. Il nous dit ok, j'ai bien fait l'action, ou ça se trouve on l'a programmé pour qu'il nous dise rien et il fait sa vie en arrière-plan. Donc c'est vraiment une grosse différence, c'est que
le chatbot, on lui dit « Ok, rédige-moi un article pour Discover », parce qu'on a parlé de Discover, sur ça. Il va rédiger l'article et puis après on dit « Non, change-moi cette phrase, ajoute-moi une image et tout ». L'agent IA, il a peut-être une mission de programmer 5 articles par jour. Il a tout son contexte du site, du persona, des concurrents, qu'est-ce qu'ils ont publié, c'est quoi l'actu, le Google News. Il a tout un système pour rédiger des articles Google Discover qui vont bien, ou des Google News ou de la longue traîne. Il a tout un système pour faire son maillage interne par rapport au site, les photos pour les mettre au bon endroit, pour aller chercher une vidéo YouTube. Il va la poster, programmer, peut-être la loguer dans un dashboard, avoir un suivi. Donc c'est ça la grosse différence en fait. On ne fait plus de copier-coller en fait. On automatise ce système aussi. Il n'y a plus de copier-coller. Le but c'est vraiment que l'agent IA, on peut le penser comme un employé qu'on lui donne, comme au début c'est un stagiaire, on lui dit tiens fais ça, fais ça, fais ça, et à la fin il a sa fiche de process et il est capable de le faire en autonomie complète. Et donc la grosse différence, donc c'est un peu ce que j'ai déjà parlé, c'est qu'on va partir vraiment ce que j'appelle un peu un contexte, un référentiel. On va partir d'un point de départ et on va lui dire tiens, j'aimerais que tu audites ce site web. Le point de départ, c'est que moi j'ai une fiche de process, un référentiel qui dit pour auditer un site web en SEO, il faut que tu ailles vérifier, même s'ils sont capables de le faire à peu près correctement maintenant, les LLM, mais la H1, le title, le métadescription, tout ce que vous voulez. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un post de réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi. Donc j'ai besoin que tu fasses un audit. Je vais lui donner l'instruction, soit à mon chat, soit de manière automatique, va auditer ce site web. L'agent, il va prendre le référentiel, il va prendre l'instruction, il va aller connecter tous ces outils qu'il a. Par exemple, si je lui dis, moi, à mon agent principal, d'aller auditer un site web, il va aller voir l'agent spécialiste du SEO pour dire, tiens, j'ai un audit de site web à faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, je te renvoie la tâche. Il va prendre la tâche, il dit, tiens, pour un audit de site web, j'ai tout ce process, j'ai tous ces outils, je vais dessus, je vais naviguer, je vais cliquer sur des endroits, je vais tout analyser en arrière-plan, le code, je vais aller sur Alloscan, je vais mettre le site dedans, je vais avoir tous ces mots-clés, l'analyse, tout ça. Est-ce que j'ai accès à la Search Console sur ce site? Non. Bon, bah, je vais essayer de peut-être trouver une autre solution, j'ai peut-être un autre tool SEO. Oui, j'ai accès à la Search Console. Bah tiens, on va croiser Alloscan avec la Search Console. Je fais une sortie. Et ce qui est magique, c'est qu'on peut rajouter plein d'autres agents derrière, donc qui va contrôler un peu la qualité de sortie par rapport au référentiel de l'audit SEO que j'avais à la base. Et après, je livre l'audit SEO. Je le livre par rapport à un PDF que j'avais préparé. Par exemple, si c'est pour un client, j'ai un PDF avec un gabarit, avec tout l'audit, et il est capable de livrer tout l'audit. Il est capable aussi de préparer l'email avant de l'envoyer au client, il est capable de préparer le compte-rendu d'un appel, d'un Google Meet pour l'audit. Donc il est capable de préparer tout ça, l'agent. Il y a déjà des gens qui ont testé ce niveau d'automatisation avec du scrap, du scroll, du croisement de tools. D'ailleurs, ce serait peut-être intéressant, par rapport à ton expérience et tes clients, Ouais. d'expliquer un peu à tout le monde des exemples d'agents, de tâches qu'ils font, pour montrer que les limites, bah, c'est puissant, c'est pas juste aller publier un article, mais des exemples peut-être de prestats que tu as fait pour des clients, ou que tu connais aussi dans ton réseau, dans notre réseau. Qu'est-ce que des agents peuvent faire? Ils peuvent faire, tu parles de texte, mais ça peut être de la vidéo, ça peut être de répondre à des mails. C'est ça. Divers exemples. Tout ce qui Tu peux répondre à des mails par un agent, il peut te préparer des mails, le mettre en brouillon, tu ouvres ta boîte mail, tu as les brouillons, tu contrôles, tu envoies. Ou tu dis OK, tu te débrouilles, tu envoies les emails. Donc ça, c'est à toi de mettre ce qu'on appelle un peu des garde-fous, c'est à quel moment tu t'arrêtes et tu attends une validation humaine pour aller à l'étape d'après. Tu peux faire de la vidéo maintenant, donc il y a plein d'outils tous les jours qui arrivent, donc ton agent il a un accès pour monter des vidéos avec un outil qui s'appelle Remotion. Donc, ça marche avec Claude aussi, hein, si vous voulez tester avec Claude, ça marche tout seul, c'est gratuit, hop, l'agent il fait ses petits découpages de vidéos sans problème. Tu veux faire à fond dans la vidéo, donc on en a parlé pas mal ce matin pour le podcast. Donc je vous conseille aussi d'aller voir le podcast quand il va sortir, parce que ça va être très complémentaire à ce que je vais dire là.
tu peux l'ajouter donc de l'animation hyperframe, donc c'est un peu le truc à la mode en ce moment sur les vidéos, et ça c'est pareil. L'agent, tu lui installes le plugin hyperframe, c'est pas très très compliqué, c'est une ligne c'est 2-3 phrases, et l'agent il sait l'utiliser tout seul. Dans les vidéos, on parle beaucoup de b-roll, donc les b-roll c'est quand il y a un petit short et puis il y a des animations, il va naviguer ou c'est une vidéo de quelqu'un derrière. Ben, ça c'est pareil, tu peux lui donner le b-roll, il va faire le montage, ou tu peux lui dire bah j'ai pas de b-roll pour ce site-là, ouvre un navigateur, va sur le site, scroll sur la home page, et puis tu me le découpes, tu me le mets bien en forme, et tu me le mets sur ma vidéo, et tu me mets tout en forme. Donc ça, il est capable de le faire sans problème. Il y a des cas d'agents IA que j'ai montés qui ne sont pas forcément sur Hermès, mais tu pourrais les monter sur Hermès aussi, où l'entreprise récupère toute la data de leurs clients. Et il y a vraiment beaucoup de data avec beaucoup de PDF, avec de l'analyse poussée sur les PDF pour retrouver vraiment de l'analyse comptable, des choses comme ça. Et à la fin, on fait un rapport. Et le rapport est très poussé. Et à la fin, on fait aussi un rapport pour le coach qui va délivrer ce rapport-là. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas beaucoup de limites en fait. Du coup, en fait, ton agent est aussi capable de créer les sous-agents en grande partie. C'est-à-dire que c'est pas à toi de créer le sous-agent avec le process, etc. Peut-être dans des cas plus complexes, mais globalement, l'agent, Alors, il est capable, pour bien recadrer, pour que tout le monde comprenne, comment je vois la chose et comment je vois comment ça fonctionne sur Hermès, c'est il te faut un agent orchestrateur, ton bras droit, que tu vas parler avec lui tous les jours. Voilà, c'est lui que tu entretiens, qui est installé. Limite, j'ai envie de te dire, tu parles qu'avec lui parce que c'est avec lui que tout va se passer. Ouais. Et lui, son rôle, c'est de comprendre ta question et de la déléguer à un agent ou de la faire si c'est une requête ponctuelle en fait. Mais tu vas être capable de créer tes agents toi-même et je te conseille de les créer toi-même. Par exemple, l'agent SEO, il va être meilleur si c'est toi qui lui dis comment faire un audit SEO, comment faire du maillage interne, comment faire de l'achat de backlink, des choses comme ça, comment faire du discover, que ce que le LLM a en contexte et imagine que ça marche vraiment, tu vois. Et c'est là la grosse différence, enfin vraiment le point où ça va mieux marcher, parce que toi, dessus, tu as une expérience. Ouais, pour le SEO, ouais, tout à fait. Tu vois, moi, je suis pas bon en design, et bah tous mes designs qui sortent, ils sont pas ouf. D'accord. Le seul moment que j'arrive à améliorer mes designs, c'est de trouver des designs qui sont bien et validés par des gens en design. Et je lui dis, tiens, prends cette data pour améliorer tes sorties en design. Ok. Donc, un agent, il a un peu tout ça. Il a un rôle. En gros, il sert à quoi ? Vraiment, il a une tâche définie. Donc, par exemple, agent orchestrateur. Son but, c'est de prendre ta requête et de faire qu'elle fonctionne bien. L'agent SEO, on en a beaucoup parlé, c'est vraiment de faire tout ce qui est tâche SEO. Mais tu peux avoir un agent qui fait que de la vidéo si tu en fais beaucoup, un agent qui s'occupe que de l'administration d'un site web ou d'un réseau de sites web, un agent Discover qui va scraper Discover, un agent qui gère ta ferme de téléphone et tu as juste à lui parler et il s'occupe d'envoyer les SMS à tout le monde. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Donc il y a un rôle, une ou plusieurs missions, automatisé ou non. Il y a du contexte, et ça c'est super important. Le contexte, c'est tout ce que toi, ton historique, ou le site, ou ton client. Et à chaque fois, cet agent remet le contexte dedans, sans le perdre, pour que la prochaine fois qu'il fait une utilisation, il fait un scrap, il fait une automatisation, il a toujours ça en mémoire. Ce qui veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font du rapport SEO ici. Voilà. Il est capable de te sortir un rapport en allant chercher un échange téléphonique que tu as eu avec ton client il y a 2 mois quand tu lui as délivré l'ancien rapport. Tu vois, il y a 2 mois, il t'a dit ton client au téléphone quand tu lui délivrais le rapport qu'il y avait un nouveau concurrent et ça serait bien de regarder s'il se positionne dans la SERP. Bah, peut-être que 2 mois après, quand il te fait ton rapport, il va dire bah, tiens, il y a 2 mois, on avait parlé de ce concurrent-là, je vais le remonter dans mon rapport. Donc ça, il est complètement capable de faire. Il a juste besoin de contexte, qu'on lui donne ce contexte. Et ce contexte, on lui donne de manière automatisée aussi. Il a accès à un endroit où il y a des fichiers avec du contexte. Donc ça, il n'y a pas de problème avec ça. Il y a une partie qui est hyper importante, qui est les outils et les skills. C'est tout ce qui est skills, c'est compétences. Hermès,
et c'est une grosse plus-value de Hermès par rapport à OpenClaw ou aux autres systèmes, est capable de créer ses compétences à la volée en autonomie, full autonomie. S'il fait une tâche avec plus de 5 étapes, il va créer une compétence, automatiquement. Il va en créer beaucoup, mais il a aussi un skills, un plugin qui, une fois par semaine, va faire un nettoyage dessus. C'est-à-dire que s'il a des compétences qu'il n'utilise pas, il va les virer, ou il va les mettre en stand-by, ou il va les refaire, ou il va les scinder avec une autre. Ça va permettre de refaire une tâche de manière plus efficace. Donc la première fois que je fais une tâche avec un agent, ça va être long. C'est comme la première fois que je fais une tâche avec un stagiaire. Donc il est capable de le faire, mais je vais devoir lui dire va là, va là. Hermès c'est quand même super autonome. Si tu lui dis va sur ce site web là et remplis le formulaire de contact et envoie un email, il va y arriver sans problème. Mais par contre, si tu lui dis ok, il y a des sites qui sont compliqués, il faut faire ça, ça, ça comme étape, il va sûrement créer une compétence. Et il va la maintenir. Donc ça, c'est de manière complètement automatique. La différence de souvent Claude, et là si je dis des bêtises sur Claude, vous me le dites, hein, il n'est pas capable de créer des skills de façon automatique. Si maintenant il est capable de le faire, il le fait tout seul. Il se crée ses propres skills aussi. Il faut vraiment voir la compétence comme une feuille de route pour réaliser une tâche. C'est vraiment ça, c'est j'ai une tâche à faire, comment je fais? Ah bah tiens, j'ai une compétence qui est cette tâche-là, et bah l'agent, automatiquement, il va retrouver et il va l'exécuter. Si jamais il rencontre un souci, il l'a fait 10 fois de suite, ça marchait très bien, mais je sais pas, l'API derrière ou le site derrière ou n'importe quoi a changé, automatiquement il va trouver qu'il y a un souci et il va chercher comment le résoudre. Des fois il va pas y arriver, donc il va falloir l'aider en disant bah tiens tu peux peut-être essayer par ça ou cherche plus longtemps la solution. Mais souvent il arrive qu'en fait il fait sa vie et on voit bah tiens il a patché, il a changé quelque chose et ça fonctionne plutôt bien. Non mais pour valider un truc, je suis en train de réfléchir là. En fait, par exemple, là, je me suis vibe-codé, un outil, machin, etc., d'analyse qui connecte plein de trucs, super. Et l'objectif, c'est, on m'a donné des modèles de rapport et c'est de faire coller mon outil à ce rapport, tu vois. Mais en fait, là, je peux prendre le truc inverse, c'est-à-dire que l'outil, il a tous les accès, donné à Hermès, voilà le type de rapport qu'on me demande. Complètement. Maintenant, utilise plutôt que moi de m'emmerder à essayer de faire des... Je viens de percuter ça, là. C'est monstrueux, en fait. Dans ton cas, tu lui envoies les rapports. Tu dis ça, c'est mon référentiel. Ouais, parce que là, on essaye de faire l'inverse, en fait. Ouais. Et tu lui dis, bah voilà, ça c'est mon référentiel, je dois faire des rapports comme ça. Ouais. Tu lui envoies plusieurs, parce que du coup, il va avoir plusieurs petites différences. Ouais, il va se créer lui-même sa propre compétence là-dessus et tout. Ouais. Et ça va y aller tout seul. Incroyable, ok, merci. Et il y a un point important là qui n'est pas dans l'agent structuré, là, qui manque et qu'on pourrait rajouter dans le contexte, c'est la partie mémoire. Du coup, Hermès, pareil, c'est une plus-value, il a une gestion de la mémoire qui est vraiment performante. Donc en gros, à chaque fois qu'on va parler à Hermès, il va enregistrer nos préférences dans sa mémoire. Et ça, c'est une grosse différence aussi avec OpenClaw. OpenClaw, alors ça a peut-être changé, je crois que j'ai vu passer ça, ça s'améliore un peu, mais au tout début, il y avait plein de soucis de mémoire. Et je crois que c'est un souci avec Claude dans l'utilisation, c'est-à-dire que alors j'utilise plus Claude depuis que j'ai mis Hermès, donc j'ai 2 mois de retard sur Claude, mais en gros c'est tu crées un projet, tu lances ton Claude dans le projet, tu mets les skills, tu crées ton Claude.md et tu vas dedans et t'avances. Par contre, si demain je lance un nouveau projet, il est incapable de retrouver les infos, à moins que je lui donne le dossier de ce projet-là. En fait, Hermès ne fonctionne pas comme ça. Hermès, il a sa mémoire qui est globale et il a de la mémoire par agent. Et du coup, ça fait que, par exemple, si moi je lui parle régulièrement, il va dire tiens, David, il préfère que je lui parle un tel. Tiens, David, quand je vais sur ce site-là, il n'aime pas que j'aille à cet endroit-là. Enfin, plein de choses comme ça. Il va la mettre à jour régulièrement, cette mémoire, tout seul. On peut lui dire tiens, log-le en mémoire ou ne refais plus cette erreur. Il va automatiquement se le mettre en mémoire. Mais lui-même, en fait, de base, quand il va voir que c'est quelque chose qu'il doit stocker, il va la stocker. Alors cette mémoire, elle n'est pas infinie. Elle est stockée dans des fichiers qui ont un nombre de caractères restreint. Et donc du coup, pour pallier à ça, il y a plusieurs systèmes. On peut améliorer cette mémoire avec des plugins qui sont préfaits dans Hermès, il y a juste les installer, donc là c'est un petit peu plus complexe, où on peut partir sur le système qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est le système de second cerveau. Donc ça veut dire, second cerveau, c'est un endroit où je stocke
des fichiers lisibles par mon agent, et c'est des informations qui sont propres à moi, ou des process, ou des projets que je suis en train de travailler. Par exemple, les rapports SEO de mes clients, je ne vais pas les stocker en mémoire, je vais les stocker sur mon second cerveau. Par contre, en mémoire, je vais lui dire, tous les rapports SEO de mon client, de mes clients SEO, se trouvent à cet endroit-là. Donc c'est juste une petite ligne, ça ne prend pas beaucoup de caractères. Et du coup, lui, il va lire sa mémoire, il va aller automatiquement dans le second cerveau, il va récupérer tous les fichiers, et là, il peut lire les fichiers sans problème, avec des API ou pas, pour que ça soit rapide ou pas. Parce qu'au bout d'un moment, quand on a beaucoup de fichiers, ça peut devenir un peu long. Et ce système-là fait que, en fait, on retrouve toujours, quasiment toujours, l'information qu'on a besoin. Le seul moment où on ne la retrouve pas, c'est si vous commencez à utiliser énormément RMS, vous lancez plein de tâches en même temps, et qu'il y en a une qui va redémarrer ce qu'on appelle le gateway, donc le chat en gros, et il n'a pas eu le temps de loguer en mémoire. Il y a juste cette partie-là. Mais à part ça, je n'ai jamais eu de souci de mémoire avec Hermès. Et on peut même l'améliorer encore un petit peu, facilement, avec des petits plugins en plus qui permettent de retrouver de l'information dans des grandes conversations. Donc, comme tous les LLM, au bout d'un moment, quand la conversation est trop grande, il va compresser. Mais en fait, dans le chat qu'on a sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, elle est encore dedans. Tous les textes sont encore là. Et donc, on a des petits éléments qui s'ajoutent et qui permettent de faire des recherches dedans et de retrouver ces éléments-là. Donc, il y a LCM, vous pouvez le mettre même sur Claude, je crois, et c'est pareil, ça fonctionne super bien. Deux derniers éléments d'un agent, les garde-fous. Donc là, c'est jusqu'à quel moment tu as le droit d'aller, quels sont tes droits. Mon agent qui est admin 6, est-ce qu'il a le droit de redémarrer mon serveur? Voilà, c'est moi qui choisis, qui lui dis. Si l'agent il a l'habitude de chatter avec vous, il va automatiquement se mettre des garde-fous par rapport à ce que vous faites. S'il n'en a pas, s'il n'a pas l'habitude, il va falloir lui dire attention, je ne veux jamais que tu envoies les emails à mes clients en direct. Tu les mets en brouillon. Attention, je ne veux jamais que tu envoies, que tu redémarres le serveur voilà. Ou que tu publies un article sur mon site web. Tu le mets en brouillon, tu le programmes en révision, toutes ces choses-là. Et à la fin, il y a une sortie. Sortie vérifiable, pourquoi? Parce qu'arrivé à un moment, quand on fait des tâches complexes, on a besoin de vérifier toutes les sorties que fait son agent. Son agent, même s'il a un référentiel, tout ce qu'on a vu, de temps à autre, il va halluciner. Ça reste un LLM derrière. Et on ne sait pas pourquoi il va faire une dinguerie sur la sortie alors qu'il avait un cadre. Et bien là, il lui faut un autre agent. Et j'ai mis ça en place et ça fonctionne super bien pour dire stop, tu as un référentiel, tu m'as fait une sortie, mais ça ne correspond pas au référentiel. Donc on a vraiment tout ce qu'on doit mettre dans notre sortie et ça ne correspond pas. Il le renvoie. Des fois, ça fait du ping-pong comme ça 2-3 fois. Et à la fin, on a toujours la même sortie. Ça, c'est hyper important. C'est pas à mettre sur toutes les automatisations. Les petites automatisations, il y aura jamais, rarement de soucis. Mais sur les grosses automatisations avec beaucoup de contexte, là, il peut y avoir des soucis. Je vous ai mis des petits cas concrets. Il faut savoir qu'en fait, la limite, moi, je trouve actuellement, la limite de Hermès, c'est uniquement son imagination. Donc du coup, les rapports SEO, on en a parlé. Donc le rapport SEO mensuel, c'est un cas que moi j'ai fait. J'utilise des outils SEO que le client ne comprenait pas les rapports. Et bah du coup, j'ai créé une automatisation pour lui faire des rapports personnalisés pour lui. Donc on va croiser toute la data. La data Alloscan, Search Console, toutes les notes du mois que j'ai fait pour le client. Bah tiens, ce mois-ci, j'ai changé ça sur l'article, j'ai publié carte article, j'ai acheté tant de liens, machin. On va prendre ça comme entrée. On a toujours un référentiel de la sortie du rapport SEO. L'agent SEO, il va créer son rapport, il va me la livrer à un endroit que moi j'ai défini, il va me faire le mail pour l'envoyer au client. Et moi, j'ai juste, entre guillemets, à relire le mail qui n'a pas fait de dinguerie et à relire le PDF qui n'a pas fait de dinguerie. Généralement, si vous passez ça, le rapport SEO mensuel, à faire le premier rapport pour un client, ça prend, si vous voulez faire un truc propre, 1 heure, 1 heure et demie. Et le client d'après, vous faites, fait pour ce client-là. Et c'est fini. C'est la même chose.
en fait. Comme on a déjà fait toute la première compétence de A à Z, ça va sans souci, sans problème. La veille de concurrents de SERP, donc là c'est pareil, il est capable en automatique d'aller voir sur des SERP régulièrement, avec des API, avec des outils SEO, de dire tiens, il y a un nouveau concurrent qui est arrivé, on ne sait pas d'où il sort, bah tiens, on le log quelque part, dans une base de données, un outil qu'on aime bien utiliser. Puis on va faire une recherche peut-être sur Papers, pour savoir c'est quoi la boîte derrière. Et puis on va faire une navigation web sur le site web. Il vend quoi? Il fait quoi? Ça fait combien de temps qu'il est là? Est-ce qu'il a d'autres sites? Est-ce qu'il y a des patterns? Donc tout ça, il est capable de le faire et d'avoir une base de données avec tous les concurrents qui sont arrivés et peut-être la croiser avec le rapport SEO mensuel. Ça, il n'y a pas de souci avec ça. Les rendez-vous récurrents, vous avez des rendez-vous avec vos clients ou n'importe, il est capable de vous préparer le rendez-vous par rapport à toutes les notes que vous avez prises en interne, les anciens calls que vous avez eus avec vos clients, que vous enregistrez avec votre téléphone ou vos ordinateurs. Il est capable de récupérer tout ça, de préparer le rendez-vous. Une des automatisations que je fais, qu'on en a parlé ce matin, c'est que moi, dès que je publie une nouvelle vidéo YouTube, la nuit, il va la détecter, il va télécharger, regarder le transcript, détecter les 5 meilleurs moments de la vidéo, découper 5 shorts de la vidéo, mettre les sous-titres, faire du b-roll et tout ça, l'hyperframe si je lui dis de le faire, préparer les textes et les programmer sur YouTube Short et sur Instagram. Et ça, en fait, je l'ai fait une fois, puis je lui ai dit, maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu me fais 5 shorts. Et voilà, il l'a fait. Donc c'est plein de... Il n'y a pas beaucoup de limites, c'est qu'est-ce qu'on va automatiser demain qui va me faire gagner du temps. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des automatisations un peu cool, longues, et qui fonctionnent super bien? Moi, les 2 plus gros trucs que j'ai mis en automatisation, c'est la création de sites de zéro. Okay. Donc j'ai des listes où ça m'achète le nom de domaine, ça me le setup, ça met les DNS vers mon CMS maison. Après ça va chercher sur la Wayback l'ancienne thématique, ça crée les catégories, ça crée l'auteur, ça crée les articles. Et en gros j'envoie juste le nom de domaine et après il fait tout seul de A à Z et j'ai mon site avec tous mes articles, mes auteurs, mes pages, mes redirections aussi, des anciennes pages et tout. Donc ça c'est bien pratique, ça permet d'aller vite et de lancer un nom de domaine et de le laisser vivre pendant 6 mois juste en lui donnant le nom de domaine. Et après le deuxième truc, c'était sur ma boutique e-commerce. J'ai du SAV, j'ai pas mal de SAV dans 6 langues. Donc lui il va checker toutes les 3 heures, il va checker tous les mails. Il me fait les réponses classiques dans la langue de la personne pour si c'est des problèmes où il connaît déjà les réponses ou si des fois il demande j'envoie pas mal de fichiers PDF, donc des fois il manque le fichier PDF ou ils n'ont pas réussi à le choper, ça envoie le fichier PDF, ça va chercher tout seul sur le WooCommerce pour lui envoyer. Il y en a qui demandent le suivi de livraison, ça va tout seul sur le WooCommerce récupérer le bon mondial relais, ça lui envoie tous les trackings. Et parfois il y a des demandes un peu plus compliquées et là du coup il fait le brouillon, il m'envoie une petite alerte sur Discord, va checker le mail et il y a juste à vérifier, à envoyer. Ouais. Et ça m'a fait gagner énormément de temps parce que j'ai beaucoup de support en espagnol, en italien et tout, et avant je devais faire la traduction, écrire, envoyer et tout. Et là il gère 90%, 95% tout seul quoi. Ouais. C'est les 2 plus gros trucs qui me font gagner le temps. En fait, il n'y a vraiment pas trop de limites. Il faut vraiment partir du principe que qu'est-ce que vous faites tous les jours, que c'est répétable, c'est chiant, et que vous pouvez automatiser. Mais c'est vraiment... on parlait de scrapping web, navigation web, on parlait de YouTube. Moi aussi, il a accès à YouTube. Alors, j'ai pas de ferme de téléphone, mais mon VPS se faisait bloquer YouTube. Alors du coup, j'ai pris un proxy résidentiel. Ça marchait bien, puis au bout d'un moment, il m'a dit on voit bien que tu es un proxy résidentiel. J'ai fait un VPN à la maison. Donc il est connecté en VPN à la maison. Et quand il a besoin d'aller sur YouTube, il est à la maison et YouTube me dit vas-y. De toute façon, tu es aussi connecté depuis ton ordinateur. Et voilà, ça marche. Et Meta, Instagram, pareil. Donc il est capable de naviguer sur le web, de cliquer à des endroits, d'analyser. Voilà. Il est vraiment, il n'y a pas beaucoup de limites. La seule limite, c'est de plus en plus de services vont essayer de bloquer ce genre d'agents, en fait, parce tout le monde est en train de créer son petit agent, donc ils vont restreindre ça. Par exemple, Instagram, Facebook, Meta, en train de créer un agent propre à eux. On ne pourra plus y aller avec Hermès, où il va falloir faire un petit peu les pirates, mais il y a un protocole qui est en train de se créer, où on va pouvoir communiquer avec leur agent, avec notre agent.
Quel navigateur? Il ouvre un navigateur tout seul. D'accord. C'est Chrome, c'est un Chrome. Alors de base, il te met le Chrome Debug et il faut lui dire de l'enlever, de mettre un vrai Chrome parce que Chrome Debug, YouTube le voit que tu es en Chrome Debug et il te bloque. Forcément. Mais après, moi, la première fois, tu lui dis, bah, mais un vrai Chrome, il va t'installer tout seul. Il dit, ah, c'est bon, j'ai mis mais le vrai Chrome comme Claude Chrome. Ouais. C'est voilà, il prend le contrôle de ton Chrome. C'est ça. De lui. Il prend vraiment ta session avec ta session. D'ailleurs, pour YouTube et Insta, il va te dire qu'il faut que tu te connectes. Oui. Donc il va te dire, ok, bah la première fois, il va te dire, tu mets un VPN, tu rentres cette adresse pour mettre un VPN chez moi. Je te donne un lien de VNC, tu le mets dans ton navigateur, tu as accès au Chrome que lui il a ouvert, tu rentres ton YouTube, il le voit, il dit ah c'est bon t'es connecté, il ferme la session et il fait sa vie. Ah ben c'est génial, hein, tu utilises vraiment Chrome parce que moi aussi on va dire pas fainéantise, bah je fais toute ma compta maintenant, bah c'est Claude par rapport à mon truc qui le fait. Et c'est vrai que tous les sites de banque et tout, maintenant, ils te bloquent quoi. Alors je pense que les sites de banque vont trouver un moyen. Ouais, mais si c'est ton Chrome, je vois pas comment ils peuvent faire. Ouais. Donc, faut faire gaffe quand même. Bon, site de banque, faut faire gaffe. Quand même. Non, mais c'est les relevés de banque, c'est bon, c'est la flemme là. T'es là, t'es en train d'appuyer, j'en peux plus. À même titre que, alors je fais beaucoup de N8N, à même titre que j'ai Conto qui a une API sur du N8N sans problème. Parce que c'est pas un agent IA derrière. C'est des calls API. Vraiment, il y a un call, il y a une sortie. Je sais qu'il peut pas faire de dinguerie. Au pire, ça marche pas, ça s'arrête. Tu peux lui donner l'API Conto à ton agent IA. Mais même si tu lui mets des garde-fous, t'as quand même, tu vois, un moment où tu te dis peut-être qu'il va faire un petit virement à quelqu'un. Qu'il faut faire attention. Voilà. Donc ça, faut faire gaffe. Ça, c'est la limite. Là, depuis peu, ils ont sorti sur Hermès un système, donc on a des déclenchements d'automatisation avec les crons. Donc c'est une cron qui va se déclencher par exemple tous les jours à 8 heures, fais-moi un rapport sur la nouvelle veille IA ou la nouvelle veille sur le Discover par exemple. Et bah pour ce genre de choses, tu peux créer un script Python qui te fait tes virements ou les récoltes de factures, n'importe. Et tu peux déclencher la cron avec Hermès sur le script Python sans déclencher un agent derrière. Et donc, tu as un système de garde-fou parce qu'il n'y a pas d'agent derrière. Et ça, c'est assez récent. Pendant un temps, je disais beaucoup, l'avenir finalement, c'est Hermès et du N8N quand on va être limité en nombre de tokens sur notre abonnement. Maintenant, c'est que Hermès. Donc, pour fonctionner ce système de Hermès, il nous faut un abonnement. J'en ai parlé vite fait tout à l'heure. Mais ça coûte pas très cher. C'est un abonnement OpenAI à 100 € avec Hermès sur un VPS et c'est parti. Et on n'a pas beaucoup de limites. Si vraiment on tape très fort, on passe l'abonnement à 200 et à moins de vibe coder toute la journée, on va pas le bloquer. D'accord, donc toi tu l'installes quand même sur un VPS par protection quoi. Comme OpenClaw, on disait non, ne l'installe pas sur l'ordi, tout ça quoi. Bah déjà ça coûte moins cher. Ah non, l'installe pas sur ton ordi, tu l'installes sur un VPS ou alors si tu as une machine physique parce que tu as envie d'avoir un Mac mini, c'est la mode, tu as un objet, c'est sympa et tout. Ok. Pour la navigation web, c'est quand même plus facile si tu démarres direct sur un Mac mini ou un MacBook parce que là du coup il va ouvrir le Chrome et il va y aller. Mais en fait, si tu as envie de mettre 5 ou 10 balles dans un VPS et en 3-4 échanges avec lui, tu vas trouver un moyen de bypass tous ces petits blocages. Voilà. Ouais, mais donc du coup, t'as pas l'accessibilité à tous tes fichiers qu'il y a sur l'ordi, quoi. Ça, c'est quand même tu lui donnes accès. Alors, oui et non. Oui, t'as pas accès comme ça, à moins que tu fasses un VPN sur ton ordi et tu fasses un réseau comme ça. Tu peux lui donner accès à ton drive, à ton second cerveau qui peut être. Moi, c'est Obsidian, tu vois, je mets tout dedans. Moi, il a accès à Drive et Obsidian. Et du coup. Ouais, voilà, au moins t'es protégé. Mais moi, je te dis, j'ai tellement une flemme de tout maintenant avec ce Claude. C'est-à-dire qu'on va plus faire les choses, quoi. Tu vas plus aller sur le site de ta banque pour voir si t'es à découvert, quoi. T'as la routine qui va le faire. Je veux dire, on risque d'arriver à un endroit où bientôt il y aura presque plus que des API parce que t'as presque plus besoin d'aller, tu vois, te connecter, avoir des interfaces graphiques et toi aller chercher l'info, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, quoi. Mais c'est très bientôt, quoi, tu vois. Pour revenir, juste 2 minutes sur l'histoire des navigateurs, c'est quelque chose que j'ai apprécié avec Hermès, la façon dont il prend des initiatives parfois, et
d'un certain côté, c'est assez perturbant, mais c'est drôlement sympa. Et notamment les navigateurs, il sait par défaut, il connaît et il va t'installer CamuFox. S'il y a des sites qu'il n'arrive pas à scraper, il va prendre CamuFox, il va installer ça. S'il trouve pas, il va t'installer un Playwright, il va vérifier si le Chromium est installé ou pas. Et il a comme ça sa liste où il essaie des choses par ordre décroissant. Tu lui demandes de créer une vidéo de chanson. Il essaie d'installer le truc qui va mieux. S'il n'a pas, il va basculer sur autre chose. Et il est super autonome, quoi. Et sur les navigateurs, là, donc là, c'est assez récent aussi. Donc ça va super vite, hein. Ça évolue. Il y a beaucoup de plugins, de choses qui, tous les jours, qui s'ajoutent pour que ça soit de plus en plus facile. Sur les navigateurs, c'est quelque chose la navigation web qu'on fait beaucoup quand on est lié au SEO. Et il y a un système, il y a un gars qui a créé ce système-là, qui est des skills pour la navigation web. Donc, en gros, on peut le mettre sur Hermès. Si Hermès va souvent sur le même site, parce que Hermès, quand il va sur un site, il se rend sur le site, c'est comme si il y allait la première fois, et puis il va cliquer là, non, c'est pas là que je voulais aller, il va cliquer là et tout. Et si on lui dit, tiens, ce site-là, tu vas y aller souvent, et quand il va naviguer, il va loguer. Cette page, elle va à tel endroit, cette page, elle va à tel endroit et tout. Et la prochaine fois qu'il y va, il sait direct où il doit aller. Voilà. Et ça, en fait, ce système-là fait que c'est hyper efficace et on consomme moins de tokens. La consommation de tokens, surtout quand on est dans Claude, ça fait super peur parce que ça va très très vite. Si vous allez faire un tour sur Twitter, j'ai mis un screen ça devait être lundi ou mardi, j'avais 4 millions et des bananes de tokens en cache. Ce qui fait que quand j'envoyais une requête, il y avait 30 000 tokens qui passaient dans mon abonnement. Ce qui fait que je consomme que dalle, en fait. Tu parles de ta fenêtre de contexte ? Ouais. Je parle que dans le système Hermès, avec le système OpenAI, fait qu'il y a énormément de tokens qui sont mis en cache et du coup ça utilise moins cette fenêtre de contexte, cette utilisation de ton abonnement, tu l'appelles comme tu veux, ce qui fait que je vais pouvoir beaucoup plus l'utiliser parce qu'à chaque fois il me renvoie pas tout le contexte, tu vois, il le garde en cache. Alors ça a toujours un coût, mais c'est dérisoire. Intéressant. J'ai pas testé encore l'efficience du truc, mais c'est exactement ça en fait. Il met en cache, mais t'as 80% d'économie du coup, c'est énorme quand même. Ouais, parce que finalement, ce système-là, on se fait bloquer par ça. C'est-à-dire qu'on met un abonnement. Alors on peut, imaginons j'ai un abonnement OpenAI à 200 €. J'ai une fenêtre d'utilisation sur la journée et sur la semaine. Imaginons que j'ai plein d'automatisation et que je la sature. Je peux mettre un deuxième abonnement OpenAI. Finalement, si je sature mon abonnement à 200 € et que c'est pas capable de me rapporter plus de 200 € dans mon business, je pense que le Hermès se balade, il fait sa vie, mais il y a un problème. Il y a vraiment un souci. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de limites. Il y a même un Américain qui est hyper connu dans la sphère OpenClaw, Hermès, Claude et tout, qui lui veut rester chez Claude et il fait tout en API. Et il dépense, 4 000 $ par mois, parce qu'il part de ce principe-là de dire, en fait, si je dois dépenser 4 000 $ en API, ça me rapporte plus. Voilà. Quoi qu'il arrive, ça rapportera plus. Petit quid de la confidentialité de tout ce qu'on met dans Hermès. Du coup, là, je parle beaucoup d'OpenAI, de choses comme ça. Donc, tes données, elles partent chez OpenAI. Par contre, on parlait de modèles locaux, tu peux mettre un modèle local, open source, mais il faut avoir une machine derrière pour l'héberger, ou utiliser un système, un abonnement qui l'héberge et qui a de la confidentialité de données. Actuellement, si tu as vraiment des problèmes si c'est vraiment un enjeu pour toi, pour tes clients ou n'importe, parce qu'il y a de la donnée, moi j'ai un client, il fait de la donnée médicale, donc on est vraiment là-dedans, j'attends énormément de Mistral, des nouveaux modèles de Mistral. Parce que c'est français, c'est censé être hébergé en Europe, et c'est censé pas voir la donnée que tu envoies. Voilà. Sinon, je connais certaines personnes qui ont monté des machines à 4 000 € avec un modèle open source dessus, qui fonctionne super bien. OnePod aussi. OnePod. Je sais pas c'est lequel, ou si c'est eux-mêmes, mais par contre ça nous permet de lancer des machines. Et en fait, on n'est pas obligé que ce soit des machines tout le temps sur on. Ouais. En fait, donc on peut les lancer à la demande. On a le modèle qu'on installe, donc on a un VPS en fait dessus. Et sur OnePod, en fait, chaque machine, elle a une carte avec un GPU. Donc on peut prendre les dernières cartes qui valent 200 000 balles. Et ça coûtera X $ de l'heure.
Et ça permet d'avoir, et ça c'est sûr. Je vois le truc du coup. Et du coup, pour la donnée médicale, la limite de ça, c'est où est-ce que c'est hébergé. Et généralement, alors ce qui est pas mal pour la donnée médicale, mais ils n'ont pas des modèles fous encore, c'est Infomaniac. Et ils ont des data centers qui sont certifiés. Et c'est pareil, moi j'utilise beaucoup Infomaniac depuis longtemps, j'attends que eux mettent un modèle open source cool, qui fonctionne bien, pour pouvoir dire à mes clients, c'est bon, on peut y aller et on y va à fond. Et c'est en Suisse, c'est pas en Europe. Ouais, mais les data centers sont certifiés. Ouais. Mais pour, je sais plus c'est quoi la certification de nom, mais pour le médical. Mais j'attends vraiment beaucoup de Mistral. Parce que, alors une alternative aussi que tu pourrais faire, c'est d'envoyer le document à Mistral, de dire d'anonymiser le document, de le faire vérifier quand même par un humain, et après d'utiliser ton Hermès ou ton automatisation derrière avec un OpenAI qui est beaucoup plus puissant. Parce que tant que la donnée est anonyme, voilà. Et à la fin, tu peux très bien, donc ça se fait très bien avec N8N, pour l'entreprise ça fonctionne super bien, ça peut se faire avec Hermès aussi sans problème. À la fin, tu recroises ta donnée d'entrée, ta donnée anonymisée en fait, et ta donnée de sortie de ton OpenAI, et tu recroises tout ça et il te fait le rapport pour le client ou l'analyse pour le client sans compromettre la data. Ça se fait. Mais c'est complexe, c'est très très complexe. Petite question, t'as vu une différence en fait, il s'est amélioré avec le nouveau modèle de OpenAI ou t'as vu une grosse différence? Ouais. C'est le jour et la nuit. Ouais. 5.4, alors 5.4 était efficace sur Hermès, mais il était beaucoup trop verbeux. J'ai l'impression que c'était vraiment un modèle de chat en fait. Il te racontait sa vie, il te faisait plein de rapports avec plein de suggestions, c'était infernal. Et si tu étais sur Telegram, parce que du coup tu chattes avec Hermès, avec la plateforme que tu as envie en fait, si tu étais sur Telegram, en fait, tu vois pas beaucoup de fenêtres, ça déroulait. Fallait que tu remontes tout en haut et il racontait ça live quoi. Et là, le 5.5 est beaucoup moins verbeux, beaucoup plus efficace et très efficace sur les nombreuses tâches qu'il a à faire. Donc ça, c'est cool. C'est vrai que quand il est sorti, ça fait un petit soulagement. Tu t'es dit, tu vois, on gagne du temps là-dessus, quoi. Parce que c'était un avantage de Opus 4.6. C'était, ou même Sonnet, du coup, tu n'avais pas tout ce truc qui était ce chat, en fait. Toute cette interaction de chat. Donc comment déléguer une vraie tâche? On en a déjà pas mal parlé. On part du référentiel, la source, on met des garde-fous, le format de sortie et on vérifie. Ça marche pour tout. Pour tout. C'est des bases d'automatisation, que vous faites du N8N, du Claude, OpenClaw, Hermès, c'est toujours de la même façon. Et ça marche très très bien. Mais t'en fais encore du N8N? Oui, je fais des prestats clients N8N en fait. Ah d'accord. Pour tout ce qui est TPE, PME, je fais du N8N. Parce que Hermès, pour qu'il soit vraiment efficace, je reste persuadé qu'il faut lui parler régulièrement. C'est pas quelque chose que tu vas monter une fois et tu vas dire, à moins que tu n'aies qu'une seule automatisation à faire, tu vois. Mais il faut vraiment que tu lui parles. Tu chattes avec lui et il va s'améliorer. Un Hermès jeune, on en parlait tout à l'heure ce matin avec Laurent, c'est un bébé. Il a fait une tâche, son Hermès lui a dit non, je lui ai fait, moi il m'a dit c'est bon, c'est fait. Et tu vois, on a dû lui dire, non mais fais ça, on a dû bypasser un petit peu les choses et il a réussi à le faire. Mais tu vois, c'est comme on disait aussi, c'est un Tamagotchi, tu vois. Et il vient d'arriver, il est hyper fort, il a plein de capacités, il ne sait pas qui les a. Et du coup, il faut que tu l'aides un petit peu pour que ça fonctionne correctement. Voilà. Donc, on est un peu sur la conclusion. En gros, c'est Hermès, pour moi, c'est ChatGPT avec N8N qui ont eu un gosse et ils ont fait Hermès. Voilà. Tu chattes avec lui, il te fait les automatisations derrière. N8N, moi qui en fais beaucoup, j'ai jamais réussi à faire une automatisation qui fonctionnait bien en venant d'un chat, en disant à OpenAI ou à Claude, crée-moi mon automatisation N8N de A à Z qui fait ça. Ça n'a jamais marché. Je fais tout à la main, je m'aide des Hermès pour créer des automatisations N8N, mais par contre, Hermès, tu lui dis j'ai besoin d'automatiser ça, ok. Il va te poser plein de questions, il y a plein de modes pour créer des automatisations. Il y en a, suivant la complexité de l'automatisation, il y a
faut utiliser du brainstorming ou pas. Et il va te poser plein de questions, et il va essayer de le faire, et petit à petit, il va créer son skill, il va valider tout ça, et il va faire son automatisation. Donc une automatisation, par exemple, on parlait de rédaction de contenu, on parlait de Discover, rédiger un contenu pour Discover et le publier, bah, peut-être que la première fois, ça va te prendre 2 heures, entre je prends mon sujet, je scrape le web sur le sujet, je vais récupérer sur Alloscan, n'importe, sur 1492 en API, quel article est tombé dessus et tout. Je vais récupérer de la data, je la croise avec mon site, mon personnage, je rédige avec mon agent de rédaction, je publie sur le site, je le programme. Ça va peut-être te prendre 2 heures la première fois. Par contre, les autres fois d'après, tu fais une base d'articles que tu as alimenté ou pas en automatique. Et lui, tous les jours, il va publier en automatique. Il va même revenir sur les articles publiés de la veille pour faire du maillage interne ou modifier une photo ou des choses comme ça. Et tout ça, après, en fait, il le fait tout seul. Un truc qui freine beaucoup, c'est les API. Quand on n'est pas dev, moi je suis pas dev, je code pas et tout, les API, bon, je commence à force à comprendre comment ça marche, mais soit tu lui donnes la doc API, soit tu lui dis j'utilise ce tool-là, il va aller dans Google, taper le nom du tool, aller sur le site, rechercher un truc qui a marqué doc API, aller sur la doc API, prendre tous les points de terminaison de l'API, les tester, les mettre dans son skill. Il va le faire tout seul. Donc, il y a certaines API publiques qui ont des petites erreurs de terminaison, mais il va les tester. Et pareil, niveau sécurité, c'est installé sur un VPS, ça fait peur pour l'installation. Une fois qu'on a acheté son VPS où on veut, on tape cette commande-là, il l'installe. Après, on tape cette commande-là, on suit ce qu'il y a, les étapes. Il va te demander de connecter un provider, donc un LLM. Il y a toute une liste, donc OpenAI, n'importe. Même eux, ceux qui ont créé Hermès, ils ont un abonnement avec des modèles open source. Après, il va te dire, OK, comment tu veux te chatter avec Hermès? Est-ce que tu veux te chatter via le CLI ou est-ce que tu veux mettre Telegram, Discord ou WhatsApp ou ce que tu veux? Et tu configures et après, c'est bon, ça marche. Il y a déjà des plugins qui sont préconfigurés. Voilà. Au niveau de la sécurité, c'est hyper sécurisé. Il n'a pas beaucoup besoin d'avoir de port ouvert sur le VPS. Donc, il va te dire que j'ai juste besoin d'avoir accès au SSH, enfin que le SSH soit ouvert pour que toi, tu puisses faire une intervention dessus. De toute façon, quand tu l'installes, tu es obligé d'avoir du SSH. Et si tu ne mets pas le dashboard, bah, c'est tout, c'est fini. Donc, c'est qu'un port d'ouvert. Donc, d'un point de vue sécurité, ça va. Pour faire les mises à jour, bah, soit tu ouvres ton chat, tu lui dis mets-toi à jour, soit tu tapes Hermès Update, il va te faire la mise à jour tout seul, il va te checker, la mise à jour c'est fait. Pour faire de la, je sais pas si tu as peur au niveau sécurité de ton VPS, bah, tu lui dis fais-moi un rapport, un audit de sécurité toutes les semaines. Ok, tu fais l'audit de sécurité toutes les semaines et s'il y a un problème, il est capable de te dire et de corriger. Donc là, il n'y a pas vraiment de blocage. Moi, il a accès à mon VPS qui gère mes 140 sites et il le gère. Voilà, il fait sa vie. Les sites sont en ligne, ils se backup, ils se mettent à jour, le VPS redémarre la nuit s'il y a besoin après une grosse update. Ça marche. Un jour, le site ne marche plus, je lui dis corrige-moi ce site. Il va peut-être travailler pendant 1 heure, 2 heures et il va relancer parce qu'il y a eu un problème, un plugin qui s'est installé qui a foutu le bordel, il va rétrograder le plugin. Il vient au problème que je parlais tout à l'heure, il y a toujours un problème en fait. C'est comme mon truc de backup. C'est dans le web. Dans le web, il y a toujours un problème. Avec un humain aussi, tu sais. Ouais. Tu reviens 1 mois après, mon backup, je vois ah bah non, il passe le A, plus pas la A, plus ça. Ouais, voilà. Donc l'idée derrière ça, si jamais vous avez envie de vous lancer dans Hermès, le plus simple c'est de trouver un VPS. Pour le trouver, moi je vous conseille d'aller sur Edzner, c'est pas très compliqué, c'est pas très cher suivant la disponibilité. Donc les premiers VPS sur Edzner, s'ils sont dispo, parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de dispo, c'est dans les 3,50€ ou 4€. Ceux de dispo, on avait regardé tout à l'heure, c'était 7€ je crois. Ouais, et un abonnement OpenAI. L'abonnement OpenAI à 20€, je pense que c'est possible, mais vous allez être vite limité. Voilà, mais c'est tout. Vous lancez votre VPS. Si vous n'avez jamais lancé de VPS, jamais fait, j'ai fait une vidéo d'installation sur YouTube. Vous tapez installer Hermès Agent, vous allez tomber sur ma tronche. Et voilà, si vous avez 1 heure à me regarder, bon courage. Et vous suivez la vidéo. Et vous lancez, vous chattez. Si jamais dans une semaine vous dites ça ne sert à rien,
bah vous arrêtez. Vous pouvez même mettre le VPS en pause et reprendre dans un mois, vous n'allez pas payer en fait. Donc ça c'est génial avec Elsner. Si jamais vous n'êtes pas habitué avec Elsner, vous avez OVH, ou enfin vous en avez plein d'autres. Moi je vous conseille Elsner, ça fonctionne super bien. OpenAI, ça fonctionne super bien. Et après, une fois qu'on a commencé à chatter un petit peu avec lui, on est convaincu, on a envie d'y passer. On est sur Claude Code, on lui donne tous ses dossiers Claude Code. Fais ta life, voilà, j'étais sur Claude Code, maintenant je veux que ça soit toi qui gères tout ça. Tu donnes tout, il mange tout, il crée tout, il va te créer tes skills. On était sur ChatGPT, j'ouvre une session de ChatGPT, crée-moi un fichier .md de tout ce que tu sais sur moi et de tout ce que je fais au quotidien. Il va te donner un fichier .md, tu l'injectes dans Hermès et il part là-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment la migration est hyper simple et si jamais dans 6 mois il y a un outil plus puissant qu'Hermès sort, ça fera comme quand il y a eu OpenClaw. En fait, on peut migrer de OpenClaw à Hermès en une ligne de commande. Donc ça sera pareil en fait, parce que derrière c'est du fichier .md et que les agents IA ils comprennent. Parlant de mémoire, le LLM Wiki à la mode Karpati, je suppose que tu as entendu parler. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a des petits trucs intéressants. Enfin, ça vaut le coup de le mentionner pour. Ouais. Alors, j'ai pas poussé LLM Wiki parce que dans mon utilisation d'Hermès, c'est pour une personne tout seul qui a besoin. Donc ça rejoint un petit peu le côté second cerveau. Mon second cerveau, si je peux vous l'afficher ici, il est dans Obsidian. Un outil qu'on entend beaucoup parler en ce moment. Pourquoi? Parce qu'Obsidian va stocker des notes en .md et les LLM arrivent à lire du .md sans problème. Et du coup, moi, je stocke toutes mes infos à moi dedans, mais je peux aussi ouvrir Obsidian sur mon ordinateur et sur mon téléphone et rajouter une note et la modifier. Ok? J'ai un agent bibliothécaire qui gère mon Obsidian. Donc c'est lui, dès que j'ai besoin de faire une recherche dedans, c'est à lui qu'on va lui poser la question. C'est lui aussi qui l'entretient. C'est-à-dire que si j'ajoute des notes, je navigue sur le web, j'ai trouvé un truc qui était sympa, ça s'ajoute dans Obsidian, dans la boîte aux lettres, en fait la boîte d'entrée de la note. Et si jamais demain je passe dessus, je la classe en ressource pour Hermès Agent, ou un outil à utiliser, mon bibliothécaire va passer dessus, va évaluer, va donner une note à cette note-là. Et quand je vais faire une recherche sur quels sont les 3 meilleurs moyens de naviguer sur le web avec Hermès, il va me chercher dans mes notes si j'en ai. Et si j'en ai, il va me prendre, il va me relever l'importance de chaque note et il va me sortir la réponse en face. Ce qui fait que, vu comme ça, c'est très compliqué. En fait, c'est Hermès qui gère tout seul. Moi, j'ai un outil où je peux mettre des notes en automatique par Hermès, où je peux en mettre moi-même. Donc si au lieu d'avoir un Google Drive par là, d'avoir un Notion par là, bah en fait je fous tout là-dedans. Hermès il y a accès, il l'entretient, il fait des liens aussi entre Obsidian, donc il dit ok si j'ai cette note-là, c'est lié à cette note-là, un persona sur un site ou un business, c'est lié aussi à cette note-là. Il fait des relations, toutes mes fiches de process de travail sont aussi dedans. Donc je vais demander à mon Hermès, toutes les automatisations qu'on a, crée-moi une fiche de process dans mon Obsidian. Parce que j'ai besoin, moi, d'avoir ça à jour quelque part. Et la limite que je trouve à LLM Wiki, c'est qu'il n'y a pas c'est pas palpable sur un téléphone, tu vois. À l'application comme je l'entends. Ouais. Enfin bon, là c'est le technicien et le gars qui aime bien les knowledge graphs qui parle et qui a trouvé de l'intérêt dedans. La façon, enfin ce que j'aime bien dans l'architecture LLM Wiki, c'est qu'en fait tu as tes sources de référence, donc tu mets tous tes documents en entrée, ça reste le truc qui est groundé, qui ne change pas, qui sert de référence, donc ça on n'y touche jamais. Ton agent Hermès ou Claude va le digérer, l'intègre dans une couche intermédiaire qui n'existe que pour lui, que tu ne gères pas, va tout découper en tout petits bouts, générer une wiki, un knowledge graph juste pour toi à partir de tes infos et avec des petites règles futées du style quand tu ajoutes un nouveau document, il faut que ce nouveau document touche forcément 10 à 15 autres documents. Donc ça force à générer des liens et un maillage plus dense à l'intérieur. Donc ça c'est sa mémoire interne qui est une sorte de knowledge graph qui ne sert qu'à lui et derrière tu l'interroges en langage naturel, il va te ressortir, enfin il va interroger du coup ce qu'il a lui-même prédécoupé, les liens qu'il a fait, il va pouvoir te lier aux sources, aux références précises et te sortir un document qui lui peut être un MD qui est dans ton Obsidian. Donc c'est plus une couche intermédiaire comme ça. Et du coup c'est hyper intéressant. Dans mon utilisation de mon second cerveau,
pour faire toute cette partie un petit peu qui s'approche beaucoup du RAG finalement, j'utilise QMD. Et comme QMD, bon, c'est un système pour faire de la recherche, enfin, c'est assez compliqué en soi, c'est auto-hébergé sur le VPS, il va falloir monter si on n'a pas de GPU, en fait, si on n'a pas de carte graphique, c'est un peu long à faire des recherches, même des recherches toutes bêtes. Trouve-moi l'avatar client de ce site-là, bref, trouve-moi un rapport, ça va être un peu long. Donc j'ai plugué Voyage AI, qui est une API qui me coûte quasiment rien, parce qu'en fait, j'ai dit à mon Hermès, pour les petites requêtes faciles, tu utilises QMD, et pour le reste, tu utilises Voyage AI. Et il s'est fait un patch tout seul, ce qui fait que ça fonctionne super bien, et c'est plutôt rapide. Juste une question Obsidian là. Ouais. Ça ressemble à un notebook LLM quoi. Moi j'avais tout documenté sur un notebook LLM. Je sais pas si je peux l'ouvrir en fait. Ah non mais. Parce qu'il y a tous mes favoris de sites web et tout. Non pas de souci. Non il y a pas de souci. En fait j'ai déjà fait tout ce travail sur des notebooks LLM. Je fais tous mes process, tous mes trucs. C'est déjà dans un. Mais c'est vrai que j'y vais pas souvent. Je l'ai même fait pour Alloscan. Je sais pas si s'en servent. C'est-à-dire j'avais enregistré toutes les démos, etc. Les explications. Tu fais le transcript audio, puis tu le mets dans ton notebook et du coup, dis-moi maintenant comment. Parce que je me rappelle plus comment faire telle fonction, etc. Du coup, c'est ça en fait Obsidian. C'est la même chose. Ouais, okay. En fait, Obsidian, ça permet. Donc c'est ce système de second cerveau, c'est améliorer, extendre la mémoire. Et mémoire toujours. Et moi j'aime bien parce que je peux l'avoir accès sur mon téléphone, je peux ajouter des trucs. Et il est sur ton VPS du coup, c'est ça? Non, alors moi j'ai pris l'abonnement Obsidian en fait, je me suis pas pris la tête. Pas, d'accord. Donc, je crois que c'est 3 € par mois et tu peux le mettre sur toutes les machines. Et Hermès communique avec. Et il synchro, il fait sa vie. Ouais, super. Ok, merci. Est-ce que tu as des comptes par exemple sur Reddit ou des choses comme ça pour chauffer les comptes, des trucs? Tu n'as pas fait encore? Non, en fait Reddit, tu vas demander de scraper, il va dire que tu peux pas. Tu mets l'API de Twitter, tu peux scraper Reddit. Et après, une fois que tu fais tu pimpes un peu ton navigateur web, tu peux aller avec le système de VPN et tout, tu vas sur Reddit sans problème. Ouais. Les comptes, ils se font souvent bloqués et tout. Même des comptes un peu légitimes quand tu publies des choses. Alors publier, non, moi c'est scraper. Tu vois, pour donner un peu de la vie, pour qu'ils puissent... J'utilise Notion en base de données, donc ça c'est toute la veille Reddit qui me fait sur Hermès. Ouais. Donc il va me lire les posts et il va me les traduire en français. C'est toutes les questions que les gens se posent. Et j'avais commencé ça avec OpenClaw. Donc j'ai énormément de questions là-dessus. Donc là c'est à traiter parce qu'en fait il veut que moi je repasse dessus derrière. Mais je repasse pas dessus. Hein. Grosse flemme. Donc il va faire ces choses. Si jamais demain j'ai besoin de créer un contenu dessus ou j'ai une question dessus, mon agent est aussi capable d'aller dans le Notion, d'aller récupérer sur Reddit, de récupérer le lien, d'aller voir s'il y a des réponses dessus. Voilà. Si jamais demain j'ai besoin de créer un contenu qui est en rapport avec ça, il va récupérer toutes les infos puis il va remplir toutes les cases. Donc il y a Reddit, on peut faire la même chose avec YouTube, avec tout ce qu'on veut. Donc pour YouTube, j'ai le même système, j'ai de la veille. Donc j'ai une base de données de chaînes qui font à peu près la même chose que moi. Et du coup, tous les jours, ça va aller checker. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ça les met dans ma base de données. Et tous les 7 jours, on va voir combien ils ont fait de vues sur cette vidéo. Tiens, il y a un sujet qui a explosé. Et il va récupérer le transcript, il va analyser, il va voir pourquoi et tout. Et il va me le proposer en disant, tu pourras peut-être faire une vidéo là-dessus parce que ça a bien marché. Et ça, c'est pareil, je vais le configurer une fois. Ouais. Et si j'ai besoin de rajouter une autre chaîne YouTube, je rajoute dans la base, j'ai rien besoin de lui dire. Et la fois d'après où il va s'exécuter, il va récupérer cette nouvelle chaîne YouTube. Donc c'est vraiment personnalisé pour moi, là, dans mon cas. Alex, qui fait beaucoup de Hermès, c'est très personnalisé sur son e-commerce. Parce que c'était le premier truc qu'il devait automatiser. Et après, il a fait du site web avec. Oui. Il n'est pas payé pour dire ça. Hein. Donc du coup, moi je parle beaucoup de ça sur ma plateforme que je suis en train de monter qui s'appelle Caviro. Donc le but vraiment c'est un forum où je parle d'Hermès, donc comment monter ses agents IA, son équipe IA, et il y a plein de tutos dessus et il y a des vidéos YouTube, il y a plein de choses comme ça. Donc vraiment si vous avez envie de vous lancer... Tu peux épeler le nom parce que... Caviro, K-A-V-Y-R-O. Sinon vous tapez David Skiwish dans Google et vous allez me trouver. Non mais c'est sympa, c'est vrai qu'il y a pas mal de ressources. Ouais. Alors, moi, il gère. Alors, je suis en train de faire le test.
Est-ce que c'est efficace pour gérer du Google Ads? Pareil, je suis une bille en Google Ads, enfin je suis une bille, ça me saoule. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comment? Comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde? Ok. Donc j'ai ouvert un compte Google Ads, j'ai essayé de lui mettre l'accès API à Google, et on se retrouve qu'on est bloqué. En fait, pour Google Ads, il faut faire une demande avec un formulaire à remplir, et il nous donne un accès. Une fois qu'on est validé, on donne ça à son agent Hermès, et il fait sa life. Hein. Il crée sa campagne. Alors, tac, tac, on parle de Google Ads. Donc là, j'ai une campagne qui est lancée, et je lui ai dit, alors là, c'était avant. Donc, il a lancé sa campagne tout seul. Je lui ai dit le budget. Il m'a dit, bah tiens, on pourrait se mettre les mots-clés, puis on va pas faire comme ça, même les recommandations de Google, c'est comme ça, bah non, on va passer à 10 € par jour. Tu vois, il te fait tout seul, et puis tu peux lui dire au bout de 3 jours, bah tu me fais un relevé et tu améliores. Donc il le fait. Moi j'ai commencé comme ça, c'était pas ouf niveau mots-clés, je lui ai dit, bah va faire un tour sur Alloscan et va chercher des mots-clés dessus. Donc il m'en a trouvé, donc on teste. Voilà. J'ai aussi eu des soucis, et là c'est pire que Google Ads, je trouve, c'est Google Tag Manager. C'est pire qu'un enfer ce truc-là. Et bah je lui ai dit, t'as l'accès Google Tag Manager, t'as l'accès à mon site, tu tagues tout le site. Et il a tout tagué le site. Pour l'instant, je crois que j'ai eu 2 ou 3 conversions. Je suis pas rentable dessus. Je sais pas au bout d'un mois. Ouais, ok, bon, bah, ça va. Là, il m'a suggéré de. En fait, là, l'analyse de tout à l'heure que j'ai lancée, il m'a suggéré de recréer une landing page et de changer le message. Voilà. Donc, ça fait partie des éléments qu'il peut dire. Là, je lui dis, crée-moi cette landing page, il me la crée. Tout seul. Donc, comment il va faire pour créer la landing page? Il a accès à mon site WordPress. Il va créer une page. Et puis il a accès à mon design, et puis il va créer une page, et il va la mettre dans un bloc en HTML dedans, et la page elle fonctionne. Alors, WordPress, il sait exactement comment ça fonctionne, ça, une fois que tu as donné les accès, il n'y a pas de souci. Et mes pages, mon design et tout ça, pour que ça marche bien, j'ai créé un design system, donc peut-être que vous en avez entendu parler. Donc en gros, ça je me suis aidé avec Claude, parce qu'en même temps j'ai testé Claude Design. J'ai supprimé l'abonnement Claude après, hein, promis. Et du coup, j'ai créé un design avec Claude, un design system avec Claude. Je pense qu'on peut le créer avec n'importe quoi. Il m'a donné un fichier. Alors Claude, c'est un fichier HTML, je crois. Je lui ai balancé à Hermès. Je lui ai dit, de ce design system, tu me crées un .md. Tu le logs dans mon second cerveau. Et maintenant, dès que tu fais du design pour Caviro, tu as le design system. Donc en fait, toutes les pages, elles sont toujours pareilles. Si tu vas là, tu as ce design system là, et si tu vas sur les autres pages, en fait, ça sera toujours comme ça. Si je lui demande de faire un visuel, une vidéo pour Caviro, il va reprendre les codes couleurs, il va reprendre tout ça. Donc il est capable de faire de la vidéo, de l'hyperframe, voilà. Il fait sa vie. Une fois qu'on lui donne les capacités, il est capable de quasiment tout faire. Là, tu pourrais lui dire, alors, vas-y, en fait, t'arrêtes pas ma campagne à bord, tu peaufines jusqu'à temps que... Ouais, il va te dire, moi il me dit, attends, je suis en phase, je viens de changer... Au début, moi j'ai lancé la campagne, on était en truc automatique, là de Google, il dit mais en automatique et tout, t'as un clic, ça te coûte 5 €, t'as rien compris, il s'est rien passé, et il te dit non, attends, je vais passer en CPC, donc au début on était à 60 centimes, après je lui dis bah ça marche pas de ouf, enfin, j'ai eu un rapport qui me dit bah ça fait 3 jours, il s'est rien passé, je lui dis bah ça marche pas de ouf, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là il te fait le rapport, il te dit on peut passer à 80 centimes. Et tu pourrais lui dire bah ouais, bah, change les mots-clés, change ça, il va te dire. Enfin, moi, il m'a dit, attends, on vient de changer le modèle de, je sais même pas comment ça s'appelle, de coût par clic. Attends, parce que du coup, ça doit se réentraîner et tout. Au moins 30 jours, il faut faire. 30 jours, c'est hyper long. Au début, t'es entre 30 et 60 jours. Mais tu vois, si demain j'ai un client qui devrait lancer une campagne Google Ads, avant de prendre peut-être une personne qui est vraiment expert là-dessus, bah moi je lancerai la campagne avec mes agents. Et si jamais je pars du principe que je ne veux pas prendre de personnes pour faire là-dessus, je prendrai peut-être un gars ou une ressource qui est très très fort dans cette compétence-là et j'irai l'injecter dans un agent. Et c'est là que ça devient hyper puissant. Parler de créer des agents, ton agent SEO, si tu lui mets tes compétences, sera beaucoup plus puissant. Et mon agent SEO est peut-être différent de l'agent SEO de Stéphane, parce qu'on n'a pas les mêmes
On n'a pas les mêmes façons de faire. Alors moi j'ai une question qui va pas intéresser grand monde, mais c'est par rapport à la vidéo. Ouais. Donc tu as dit qu'on pouvait faire des montages par du coup Hermès. Est-ce que c'est... Non, mais ça m'intéresse. Je vais pas me laisser faire, du coup on va discuter. Non, la question c'est est-ce qu'on peut faire des montages complexes? Est-ce qu'on peut faire du multicam? Est-ce qu'on peut faire de l'étalonnage, du mixage, tout ça, ou ça se limite à du low-cost? Alors moi je suis pas monteur. Alors je te dis comment je fonctionne un peu. Je lui donne la vidéo où il va la télécharger dans un dossier Drive. Si je lui donne plein de vidéos et que je lui dis je veux un short et je veux 2 plans et tu ajustes les 3-4 secondes, il va le faire tout seul. Donc il choisit par exemple si c'est en multicam comme on fait dans les podcasts, il est capable de choisir la bonne personne. Okay. Et tu vois, toi avec tes compétences de montage, tu me fais une formation, un coaching de montage vidéo. En fait, je t'enregistre pendant 1 heure, je fous à mon agent est hyper puissant. D'accord. Tu vois, actuellement c'est un bébé monteur. Mais du coup, ça serait bien qu'on se parle, tu vois, pendant une petite heure. Non, mais ça serait intéressant de voir effectivement les limites et les possibilités. Ouais. Ok, d'accord. J'ai une petite question par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, si vous discutez pendant 1 heure, tu as un podcast, tu donnes la vidéo à ton agent devient compétent. Ouais. Si on lui donne accès à des... je pense à toutes les formations... Et ben là, il devient très con, par contre. Par exemple, ceux que j'ai beaucoup pu utiliser, par exemple, comme... En fait, tu lui donnes trop de bruit. Tu lui donnes trop de direction. Si tu lui donnes toute la data qu'il y a sur le SEO, en fait, il y a plein de trucs qui vont se contredire. Et du coup, il ne va pas savoir... Non, je pense à une formation Eleform, par exemple, où tu as une formation Eleform de 8 heures sur la vidéo, sur de la création graphique, etc. Est-ce que tu penses qu'une formation Eleform de 8 heures sur de la vidéo va donner plus d'informations pertinentes à ton agent? Est-ce que le LLM sait déjà sur le montage vidéo? Ok. Tu vois? Ok. Moi, je pense que 1 heure avec lui, c'est plus intéressant. Ok. Il a pas envie de se faire virer. Non mais Stéphane, il va aller Comment on fait ça? Qu'est-ce que tu regardes? Tu vois, en fait, c'est le... C'est t'apportes de l'expérience plus que de la connaissance. Le fait que tes agents soient puissants ou pas, c'est l'humain derrière qui va lui apporter son savoir. Ok. Ouais. Moi, je suis persuadé de ça. Moi, je pense qu'actuellement, donner accès à dire et ça va être un cas de dire monte un side business de A à Z et gère tout seul, si tu donnes pas de direction, une supervision de toute ton expérience business que tu as, ça va pas être ouf. Il va partir dans tous les sens toutes les 2 minutes. Si par contre, tu lui donnes une direction et tu fais un peu un conseil d'agent 1 fois par semaine, tu vois ce qui s'est bien passé, pas bien passé et tout, et tu lui dis non, on va par là et tout, là ça va avoir des bons résultats parce que finalement ça va exécuter ce que ta vision. Ok, merci. Donc avec les compétences, le savoir c'est la même chose. Injecter du savoir c'est super bien, scraper tout le web pour tout lui injecter, pour moi ça sert à rien, ça va faire du bruit. Non, le mieux c'est de faire un notebook LM, tu mets plein de trucs dedans, tu fais une synthèse et tu lui envoies. Ouais mais il faut que ça soit... Il faut que ça soit pertinent en fait, tu vois. Si c'est pas pertinent, ça va te créer du bruit pour rien. Tu peux justement le guider pour qu'il soit pertinent, qu'il fasse une petite synthèse. Il faut que tu sois sûr que l'information que tu as récupérée soit pertinente. C'est comme écrire un article en fait. Faut mieux que ce soit comme un journal. Pardon. Écrire un article, il faut mieux lui dire comment un journaliste écrirait un article, lui donner la façon de faire plutôt que de laisser faire, parce qu'en fait il va générer du texte, alors qu'un journaliste il va peut-être aller d'abord faire du sourcing et chercher des informations très précises, et si on lui dit ce contexte là en fait, de lui dire voilà ce que moi je ferais, en fait il va appliquer bêtement, alors que si on lui dit de rédiger et qu'on lui donne tous les livres de la terre, il s'en fout en fait. Tu veux rédiger, tu veux créer un nouveau site sur l'argent, la gestion de l'argent par exemple. Si tu lui dis crée-moi 200 articles sur la gestion de l'argent avec un cocon sémantique, ce que tu veux, il va te faire 200 articles différents, même connectés à des outils comme Alloscan, il va te les faire et tout. Par contre, si tu lui dis avant, va scraper un certain site qui fait des articles top qualité et qui sont rédigés par des humains avec des vraies personnes, des experts derrière, faisant des référentiels, et rédige-moi les articles en face sans faire de cannibalisation et tout, la qualité derrière elle est complètement différente. En fait, il faut le laisser faire et lui amener ce qu'il sait pas, quoi, qu'il corrige au final. Ouais, parce que lui, ce qu'il sait, c'est ce qu'il a dans le LM. Ouais. Dis donc, ok, tu rajoutes juste la couche.
Les process en fait. Beaucoup C'est ça, veulent c'est la dire couche process. Voilà, c'est quoi le process? Ouais, il y a trop de trucs. Bon, je pense que on peut dire que c'est bien. Ouais, quand même. Bravo. Merci à vous.